Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h du journal d'Alizé Télévision en ce vendredi 4 novembre. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Dans les hauteurs de Capesterre-Belle-Eau, après leur mouvement de colère du mois dernier, les habitants de Routier et Fond-Cacao font la tête entre les bouteilles d'eau distribuées avec parcimonie et les citernes promises par les autorités qui se font attendre. Leur situation ne s'améliore pas vraiment. Dans le sud Grande-Terre et à la Désirade, des foyers sont aussi en souffrance. À l'issue des travaux à l'usine d'eau potable de Des-Hauteurs, le liquide vital devrait mieux couler des robinets, mais il faudra encore attendre quelques semaines. Après 3 semaines de formation musicale et artistique au sein de Mascaclé, une douzaine de jeunes ont présenté leur spectacle. Prochaine étape de leur réveil à la citoyenneté, un stage en entreprise. Le journal Roni Nabal. Rendons-nous pour commencer ce journal dans la commune de Capesterre-Belle-Eau. Pour pallier le manque d'eau potable dans les secteurs hauts de la commune, il a été décidé un certain nombre de mesures. Parmi elles, la mise à disposition de citernes d'eau pour la population. Joël Saint-Cily est allé aujourd'hui dans les quartiers de Routier et de Fond-Cacao pour se rendre compte de l'évolution de la situation. Reportage. Encore une journée sans eau et sans risque de se tromper, on peut donc dire que les jours se suivent et se ressemblent ici, à Routier. Une section qui justement devait accueillir dès la mi-semaine 6 citernes, devant faire office de réserve en cas de pénurie. Au moment où nous avons rencontré les habitants de Routier, ils n'avaient encore vu aucune citerne. De toute façon, cette solution, même provisoire, ne semblait guère les convaincre. Franchement, il n'est pas bon. Il n'est pas bon parce que dans la maison, qu'on est là, il y a des gens qui sont handicapés, il y a des vieux monde, donc on va avoir 4 citernes qui servent. Parce que poser citernes, mais rivière a coulé des côtés à Routier. Il vaut mieux qu'il y ait un carrément à Routier, ça ne va pas le coup. Nous disons solution provisoire. Solution provisoire, eh bien, là, il y a envoyé de la baïoli, ces citernes-là, et nous, à présent, faites de l'eau nous couler. Pas d'eau, pas de citerne, comme promis il y a quelques jours, de quoi se poser des questions. En cas de moi, est-ce que la Guadeloupe jamais indépendance? Est-ce qu'elle nous pas assis là dans la France comme tous les pays? Pour qui raison nous avons des problèmes là ça? Toujours. Conséquence, à l'école du coin, les parents ont été invités à repartir avec leurs enfants. Pas d'eau, pas d'école. Une école que Wilfried a fréquentée il y a 60 ans. À son époque, il a parfois manqué la classe, mais jamais pour un problème d'eau. En cas de nous lever, tu es tourné dans l'école là. Et c'est même l'école là, pas pour dire qu'il grandit, c'est même l'école là. Maintenant, pour avoir de l'eau, il ne compte que sur lui-même. Moi-même, en cas de capton sous là, c'est moi qui fais de l'eau en vigne là. En cas de capton sous ça, parce qu'en disant comme ça, est-ce que capter sous là, bon, moi? Yo dit moi gagne ça va capter pont sous en cas capter sous ça avant en pompe électrique on fait de l'eau en vigne là l'eau sous ça manque brille. Un peu plus loin à Fond-Cacao, c'est un peu le même topo. Ici, on préfère faire preuve de dérision face aux solutions d'urgence comme la distribution de bouteilles d'eau. 6 par habitation. Lundi après-midi, on est passé dans la rue, on m'a donné 6 bouteilles d'eau. Est-ce que vous croyez qu'avec 6 bouteilles d'eau, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et demain samedi, est-ce qu'avec 6 bouteilles, je peux faire une semaine? Il faut se laver, il faut se baigner, il faut faire la vaisselle, il faut faire à manger, il faut boire de l'eau, il faut laver son linge. Alors, je ne sais pas comment on va faire avec 6 bouteilles d'eau. Moi, personnellement, je bois 2 bouteilles d'eau par jour. Et tous les samedis, j'achète 6 packs d'eau pour la semaine et des fois j'achète encore parce qu'il faut faire à manger avec. Il faudrait faire un branchement à Capes d'Olé et l'emmener ici. Moi, je sais pas. Selon nos informations, l'installation des citernes a débuté en fin de journée sous l'égide de la CASBT et du Conseil régional. De quoi peut-être tempérer l'impatience des riverains. Au total, 13 citernes seront réparties sur les sections de Routier, Fond-Cacao et Île-et-Pérou. Depuis le début du mois de janvier, des travaux ont été entrepris afin de moderniser et de rendre plus performante l'usine de production d'eau de Des-Hauteurs à Sainte-Anne. Une unité vieillissante dont le mauvais fonctionnement pénalise les habitants des communes de Gosier, Sainte-Anne, Saint-François
et de la Désirade. Ces travaux devaient s'achever au mois d'octobre, mais ils devraient encore se poursuivre 6 mois. Ce matin, 6 semaines, pardon, ils n'ont pas 6 mois. Ce matin, une délégation d'élus s'y est rendue pour constater l'avancée des travaux. Reportage Muriel Barlaigne. Aujourd'hui, c'est un vaste chantier. L'usine de traitement d'eau potable de Des-Hauteurs, qui avait été mise en service en 1990, en complément de l'unité de Bello-Cadeau, avait besoin d'une réhabilitation totale. À cause de la vétusté des installations, les arrêts de production étaient devenus courants et nécessitaient des interventions humaines. La distribution en était perturbée. Cette usine de Des-Hauteurs était devenue dangereuse pour la production, c'est-à-dire la qualité de l'eau qui arrivait et l'eau qui devait être distribuée au robinet. Mais d'autre part, elle méritait de renforcer ses capacités de production pour justement offrir plus de solutions techniques à tous les habitants de Saint-François, de Sainte-Anne et de la Désirade en particulier. Les travaux ont débuté en janvier 2016. Le conseil départemental, propriétaire de l'usine, a financé le projet à hauteur de 2,9 millions d'euros, bien que cela ne relève pas de ses compétences. Il s'agit de la rénover en termes d'automatisme et de sécurité, mais aussi d'augmenter sa capacité de production. De 900 m3/h, elle va passer à 1000 m3/h, soit 24 000 m3 par jour. Les travaux qui ont été réalisés consistaient à reprendre l'ensemble des équipements. Donc en gros, on ne conserve que les murs et on a changé l'ensemble des équipements dans les bassins notamment. Donc tout ça a été réalisé depuis le mois de mars, donc on est en cours d'achèvement. Il nous reste encore, on va dire, 6 semaines de travaux pour terminer notamment les changements de filtres et les travaux dans le réservoir qui est situé sous l'usine. Donc ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'en fait ce sont des travaux qui sont relativement complexes parce qu'on a donc la nécessité d'assurer la continuité de service. Donc on s'est fixé comme objectif de faire tourner l'usine au moins 80% de sa capacité pour ne pas trop pénaliser la population. Donc ce qui implique forcément des contraintes en termes de travaux et de durée aussi de travaux. Donc ce qui fait qu'on devrait terminer dans 6 semaines. Mais pour que cette intervention soit efficace, il a aussi fallu réparer une partie des canalisations. 60% de l'eau produite est en effet perdue au niveau des tuyaux, ce qui a coûté 3 autres millions d'euros au conseil départemental. Nous avons entamé une large programmation de réfection de la tuyauterie. Sur Sainte-Anne, sur le secteur des Des-Hauteurs, c'est plus de 10 km qui sont terminés. Et grâce à ces travaux, de remplacement de tuyaux, déjà nous mesurons le gain que nous avons au niveau des réservoirs, au niveau même de la production. C'est entre 15 et 20% de gain que nous avons, de l'eau que nous allons pouvoir envoyer, distribuer sur les autres sections de Sainte-Anne et aussi sur Saint-François et la Désirade. Si ce chantier ne prend pas de retard, l'usine rénovée devrait être livrée en décembre. De quoi améliorer la situation, même s'il reste encore beaucoup à faire pour régler complètement le problème de l'eau en Guadeloupe. Dans un instant, nous irons à Savane-Tico où des jeunes qui ont participé à des ateliers d'insertion avec Mascaclé faisaient la restitution de leurs travaux. Mais tout de suite, c'est le temps de retrouver notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Direction pour commencer la République dominicaine, nous l'on reparle de l'affaire Air Cocaïne. C'est votre rendez-vous Caraïbes. La justice dominicaine a confirmé en appel la condamnation à 20 ans de prison d'Alain Castani dans le cadre de l'affaire Air Cocaïne. Le Français avait comparu le 22 septembre devant le tribunal de Saint-Domingue dans le cadre de son procès en appel pour trafic de drogue. Cet homme de 70 ans, en liberté conditionnelle, est présenté comme un apporteur d'affaires dans ce dossier. L'affaire a démarré en mars 2013 par l'interception d'un Falcon 50 sur le tarmac de l'aéroport de Punta Cana, avec à son bord 26 valises contenant 680 kg de cocaïne. Ce n'est pas la première décision en appel dans cette affaire qui implique 4 Français et 10 Dominicains. En juin, Nicolas Pisapia a également été condamné en appel à 20 ans de prison. Il a saisi la Cour suprême
et reste aussi en liberté conditionnelle. En février, les deux pilotes français Pascal Fauré, 56 ans, et Bruno Odos, 57 ans, ont vu leur condamnation à la même peine, elle aussi confirmée en appel par la justice dominicaine. Les deux hommes sont en France, sous contrôle judiciaire, après leur évasion rocambolesque de République dominicaine à la fin de 2015. Clamant eux aussi leur innocence, ils sont visés par un mandat d'arrêt international émis par Saint-Domingue. La justice française, qui écarte toute extradition, enquête sur ce vaste trafic international de drogue. L'instruction de l'affaire est en voie d'achèvement en France. Le représentant régional de la FAO affirme que celle-ci travaille à l'éradication de la faim dans 11 îles des Caraïbes d'ici à 2020. Je voudrais proposer 2020 comme date butoir pour retirer les 11 pays des Caraïbes anglophones qui restent sur la carte de la faim de la FAO, a déclaré Benitez lors de la 14e semaine de l'agriculture des Caraïbes tenue aux îles Caïmans la semaine dernière. La FAO a placé ses priorités dans la région sur l'éradication de la faim, de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition, l'élimination de la pauvreté et la promotion du progrès économique et social pour tous, ainsi que la gestion durable des ressources naturelles au profit des générations présentes et futures. Benitez a reconnu que la date limite de 2020 ne serait pas facile à respecter, mais qu'elle constitue un objectif important. La Semaine de l'agriculture des Caraïbes est l'un des principaux événements agricoles de la région qui a attiré des délégués politiques et professionnels de plus de 15 pays des Caraïbes et de plusieurs îles du Pacifique. Elle s'appelle Noelia Farella, elle a 31 ans et elle est institutrice depuis quelques semaines à Cordoba, la deuxième ville d'Argentine. Rien de bien exceptionnel jusque-là, à ceci près que la jeune femme est atteinte d'une trisomie 21. Noelia a obtenu son diplôme d'institutrice de crèche et maternelle il y a 4 ans et depuis exerce dans des crèches municipales. Elle anime l'atelier de contes dans le cadre d'un programme de stimulation précoce à la lecture. Le reste de la journée, elle est en charge d'un groupe de 10 enfants en doublon avec une collègue plus expérimentée. Pour une femme atteinte d'un handicap mental, Noelia fait office de pionnière, mais son parcours n'a pas été de tout repos. Pendant 3 ans, elle a fait 2 heures de trajet par jour pour se rendre à la première crèche où elle a été affectée. Elle a dû gagner la confiance de l'équipe administrative et des parents aussi, ce qui a été beaucoup plus difficile qu'avec les enfants qui l'ont tout de suite accepté. Une belle leçon de vie. Et une très belle histoire. Le docteur Suzy Zezio, biochimiste et directrice de publication du magazine Chrysalide, était l'invitée de notre journal d'hier soir. Avec elle, nous avons notamment parlé d'une série de conférences sur la santé organisées, dont la prochaine se déroule d'ailleurs ce soir au Majestic à Capesterre-Belle-Eau. Mais nous avons également parlé des bonnes pratiques alimentaires à adopter et celles à éviter pour rester en bonne santé. Je vous propose de l'écouter. Éviter tous les aliments raffinés. Bon, on peut se faire plaisir, c'est sûr, puisqu'il y a l'aspect gustatif qui rentre en compte, hein. Mais il faut toujours privilégier les aliments moins raffinés possibles. Donc, par exemple, pourquoi pas donner à son enfant un bout de pain et du miel le matin, plutôt que les gâteaux qui sont extrêmement transformés. Il suffit de regarder la composition, la liste des ingrédients. En fait, il y a des ingrédients à perte de vue, des additifs, trop de sucre, trop de mauvais gras. Et en fait, c'est ça le problème. On cumule les mauvais points lorsqu'on consomme des aliments raffinés. Puisqu'en fait, c'est souvent trop de sucre, trop de gras, trop de sel et pas assez de fibres. Voilà. Alors, vous êtes biochimiste, mais vous êtes également directrice, on en parlait, de publication du magazine Chrysalide. Qu'est-ce qu'on y retrouve ? Alors, Chrysalide, comme je dis souvent, hein, Chrysalide, représente le cocon du papillon. Hein. Donc en fait, la chenille entreprend toute une série de transformations biochimiques pour devenir un beau papillon. Et bien nous, on souhaite que tout le monde puisse faire ce genre de transformation via la connaissance pour devenir eux aussi un beau papillon. Donc la première édition porte sur les sucres, hein, naturellement. Hein. Donc il s'appelle « Identité cachée des sucres ». On explique tout sur les sucres, ce que c'est, les bienfaits, puisqu'il y en a, hein, bien sûr, mais il y a également beaucoup de méfaits, surtout lorsqu'on tombe dans l'excès.
On donne des astuces aussi, des recettes. En fait, c'est un magazine qui est criblé d'astuces et de recettes en tout genre, puisqu'on ne dit pas aux gens ne consommez pas ça, c'est pas bon, sans leur donner une alternative. Il y a toujours une alternative. Voilà. Et le second numéro, tant attendu. Qui est tout récent. Voilà, tout récent, il est encore tout chaud. Beaucoup de personnes l'attendent. On continue la distribution, elle n'est pas tout à fait finie, mais il est dans nos points de vente habituels. Donc, il parle des produits de la ruche. Et on explique déjà comment l'abeille arrive à faire le miel, la propolis, la gelée royale, le pollen, ce qu'on appelle encore le pain d'abeille, la cire. Mais comment fait-elle, cette petite abeille, pour faire autant de produits que l'on peut utiliser dans notre alimentation, pour se soigner également? Rendez-vous pour cette conférence ce soir donc au Majestic à Capesterre-Belle-Eau. Durant le mois d'octobre, plus d'une dizaine de jeunes ont participé à des ateliers d'insertion au sein du mouvement culturel Mascaclé, des jeunes inscrits dans un programme d'éveil à la citoyenneté qui devait être initié aux pratiques musicales et artistiques du groupe APO. Cet après-midi, ils étaient de nouveau réunis, mais cette fois-ci pour présenter le fruit de leur travail, un spectacle intitulé « Unité ou division ». Reportage Muriel Barlagne. Dans la peau d'artiste, le temps d'une restitution. Les stagiaires de l'atelier d'insertion éveil à la citoyenneté, initié par l'unité de développement des premiers secours de la Guadeloupe, ont montré ainsi à la savane Tico à Rézé ce qu'ils ont appris avec Mascaclé. Le groupe carnavalesque, qui fête ses 18 ans, est aussi un véritable mouvement culturel, désireux de transmettre ses savoirs et ses valeurs à la jeune génération. Ça a été assez facile, ils étaient très à l'écoute, des jeunes très à l'écoute et on n'a pas eu de difficultés avec eux, bien sûr. Donc on était divisés en différents groupes, en différents moniteurs. Donc il y avait moi bien sûr en basse, qui les apprenait la basse. Il y avait Kafouné qui les apprenait la contrebasse. Bruno Magdelaine qui était en tambour-chant. Et Roland Tocni qui était au niveau de la calebasse. Donc on s'est divisé en 4 groupes et on les a fait tous toucher aux différents instruments que comporte le Massa Saint-Jean. L'atelier costume, c'est, si vous voulez, c'est un sentiment, c'est le sentiment des adhérents normalement et là des stagiaires. Donc c'est un ressenti par rapport à la société. Donc il y a une philosophie. Et après, on traduit tout ça par une tenue. Et cette tenue, si vous voulez, elle retrace un petit peu, soit en dérision, soit en conscience, un petit peu le ressenti, le mal-être du créateur. Voilà. Cette formation de 3 mois s'adressait à des jeunes demandeurs d'emploi de 18 à 25 ans. Son volet artistique et culturel leur a donné l'occasion de penser un spectacle du tout au tout. Unité ou division est une réflexion sur le délitement de la société guadeloupéenne sur fond de musique à Saint-Jean. En fait, ce serait pour plus aller aux jeunes, pour qu'ils puissent se rendre compte que ce qu'ils font n'est pas bon. Qu'on puisse essayer de nous remettre debout, pour pouvoir changer les choses, parce que l'avenir de la Guadeloupe, c'est nous. Bon, on a voulu mettre le doigt sur ce problème, un problème de division, à savoir est-ce qu'on doit s'unir, est-ce que nous sommes unis ou nous sommes divisés. Prochaine étape de cette formation, un stage d'1 mois en entreprise. Un premier pas dans la vie active, en accord avec le projet professionnel de ces jeunes. Nous restons dans le domaine de la culture avec cette exposition qui se tient actuellement à Pointe-à-Pitre. Cette année, c'est François Piquet qui a été sélectionné pour l'opération Carte Blanche en 6 du Conseil départemental de Guadeloupe. Après avoir présenté ses œuvres au Fonds d'art contemporain, l'artiste a investi le pavillon de la ville à Pointe-à-Pitre depuis le 25 octobre et ce pour 1 mois. Dans cette exposition, le plasticien explore de façon inédite et originale la question des réparations liées à l'esclavage et à la traite négrière. Reportage. Il est omniprésent dans cette série de dessins au fusain réalisés sur des toiles blanches. Un crâne humain, le même que celui trouvé par François Piquet en 2014 sur la plage des Raisins Clairs à Saint-François. A priori,
celui d'un esclave, abandonné là, avec d'autres ossements. Qu'en faire? Le plasticien n'a pas résolu le problème, mais à sa manière, il a tenté de réparer. Voilà comment est née Réparation, une exposition en plusieurs parties répondant à une demande du conseil départemental dans le cadre de ses cartes blanches pour le musée Schellcher. C'est bien plus qu'une exposition, carte blanche, c'est avant tout un processus de création auquel l'ensemble de la population de Guadeloupe et principalement les plus jeunes sont associés. Et puis ensuite un temps d'exposition pendant lequel il y a également des ateliers qui sont proposés et des rencontres avec le public. De manière encore une fois à ce que cet art contemporain ne soit pas vu comme quelque chose d'élitiste, quelque chose d'intouchable, de réservé à une certaine catégorie de population, mais bien une création ouverte sur le monde, un art populaire dans tout le sens le plus noble du terme, auquel chacun peut venir donc se frotter et j'espère y prendre goût. Réparation, ce sont aussi ces sculptures en bois brûlé, Moon Brûlé ou la fabrique du noir. Leur processus de création a été filmé et fait partie intégrante de l'exposition. C'est un peu ce qui s'est passé lors de la traite pour se créer des facilités à mettre en place la traite esclavagiste. L'Occident a fabriqué le concept du noir en disant tous les Africains, enfin en inventant le noir, et par là même en inventant le blanc. Et donc travailler sur la réparation, c'est aussi travailler sur ces concepts du noir et du blanc et travailler à les détricoter et à essayer de les... comment dire ? On ne peut pas les effacer, c'est-à-dire qu'ils font partie de notre histoire, cette histoire est la nôtre, d'où qu'on soit et qui on soit. Et donc à partir de ça, il faut faire avec. On est là et faire avec, c'est aussi travailler sur cette thématique, la montrer, la décortiquer pour pouvoir en passer à autre chose. Comme le veut le principe de cette carte blanche, les œuvres de François Piquet interagissent avec des pièces du musée. Celles-ci ont été revisitées avec une touche d'humour. Pour l'artiste, une manière aussi de remettre en question la domination occidentale dans l'histoire de l'art. Il vous reste encore quelques jours pour aller visiter cette exposition au pavillon de la ville à Pointe-à-Pitre. On en parlait en début de journal, l'usine de production d'eau potable de Des-Hauteurs à Sainte-Anne. Les délestages tournants mis en place par le SIAG sur son réseau en raison justement des travaux sur cette usine devraient se poursuivre jusqu'au début du mois de décembre. Ce soir, ce sont les habitants de Capesterre-Belle-Eau et des communes d'Esseintes qui seront concernés par ces coupures d'eau entre 22h et 6h demain matin. Ceux de l'Est, du Gosier et de Goyave connaîtront le même sort samedi soir. Et enfin, dimanche, c'est une partie de Sainte-Anne qui sera privée d'eau potable dans la soirée. Un point sur la météo, sachez que la vigilance jaune pour fortes pluies et orages est maintenue ce soir, mais le temps devrait s'améliorer progressivement. Ce soir, les averses se feront plus rares que dans la journée, mais elles demeurent possibles sur l'ensemble des communes de l'archipel. Demain samedi, le temps sera mitigé dans la matinée et certainement pluvieux dans l'après-midi, particulièrement dans le sud de l'archipel, dans le sud et l'est de la Guadeloupe. Côté qualité de l'air, c'est du bon annoncé par Guadair. L'indice Atmo devrait être de 3 pour demain. L'information sera présente ce week-end sur les antennes d'Alizé Télévision. L'équipe de ce journal et moi-même, nous vous souhaitons de passer un très bon week-end et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.